Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, les jeux de rôle et la formation. Donc, je vais vous présenter le contenu qui a été abordé lors du 18e atelier du Meetup Réinventer la formation en présentiel. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce Meetup que j'anime sur Paris toutes les 6 semaines, je l'avais programmé le 22 juin où il y a eu la canicule, donc il faisait super chaud dans la salle où ça devait avoir lieu, donc je l'ai annulé. Et là, je l'avais reprogrammé le 12 septembre où c'était la journée où la RATP a fait grève. Donc, même s'il y a eu une vingtaine de personnes qui sont venues, beaucoup de gens se sont désistés ou n'ont pas pu venir. Donc, plutôt que de reporter, j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo. Alors, sachant que traditionnellement, le Meetup permet les échanges, et moi je présente des éléments, on confronte, on échange, on partage des points de vue, on complète. Donc, je vais vous présenter à peu près en 30-40 minutes les différents éléments, sachant que le Meetup, lui, dure de 19h à 21h30, donc 2 heures, 2h30, qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'activités, et ça, on ne va pas l'avoir là, mais comme ça, vous aurez les principaux éléments. Donc, alors, je regarde si le micro fonctionne. Alors, je ne suis pas un universitaire, je n'ai pas fait de thèse, je n'ai pas écrit de livre sur le jeu de rôle et la formation, mais je suis un praticien, et donc ce que je vais vous présenter, c'est mon point de vue, et ce qui est important, c'est que sur les réseaux sociaux, et vous avez mon lien LinkedIn, on puisse continuer l'échange et confronter nos points de vue, parce que c'est en frottant ce que l'on sait qu'apparaît la lumière. Donc, pourquoi j'ai créé ce Meetup? Donc, le Meetup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application smartphone ou Internet qui permet d'avertir des personnes qui sont inscrites qu'il y a un atelier qui va avoir lieu. Donc, moi, j'ai créé ce Meetup il y a environ 3 ans parce qu'il y avait peu de Meetup sur la formation. Il y a beaucoup sur l'agilité, beaucoup sur l'entrepreneuriat. Et donc, moi, j'ai constaté que quand on parle de formation en présentiel, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du cours descendant, c'est du mode magistral. Or, le présentiel, c'est pas ça du tout. Donc, à chaque fois, il y a à peu près 600 membres à ce meet-up, et à chaque fois, il y a entre 20 et 50 personnes qui viennent le soir après le boulot échanger leurs points de vue, leurs compétences, leurs expériences, et c'est toujours très, très enrichissant. Il y a déjà eu 17 ateliers, donc vous voyez, ceux qui sont en gras, c'est plutôt autour de la gamification, du jeu pédagogique, et les autres, c'est plutôt autour de la pédagogie au sens classique. Vous avez le lien pour vous inscrire au Meetup, c'est gratuit, et puis c'est toujours un vrai plaisir de rencontrer des collègues, des confrères, des gens qui débutent, des enseignants, des universitaires, des coachs, enfin tout un tas de gens, des responsables de formation. Je publie la plupart des supports sur le SlideShare qui est là. Donc, si ça vous intéresse de voir les précédents, vous pouvez y aller. Mais enfin, je complète avec ce qui est dit durant les échanges, mais on est vraiment sur confronter, échanger, partager. Donc, si vous voulez véritablement vivre l'expérience, venez. Alors, bien sûr, c'est sur Paris, mais si vous pouvez, venez. On a même des personnes qui viennent de Tours, d'autres endroits, spécifiquement pour le Meetup, parce que c'est un moment d'échange et de partage. Qui suis-je? Donc, moi, Jérôme Bequet, j'ai créé Ecos Concept en 91 et on a un cabinet conseil en formation. On accompagne beaucoup de clients pour améliorer l'efficacité de leurs actions de formation, parce que ce qui est important, c'est ce qui reste après. Donc, on anime beaucoup de formations, donc ça, c'est en haut à gauche, sur plein de sujets sur lesquels, à force de les pratiquer, on est devenus des experts. Donc, la pédagogie, le changement, le projet, le management, etc. Et ce sont des sujets dans lesquels on peut utiliser le jeu de rôle. En haut à droite, la conception pédagogique. On fait beaucoup de conception de parcours de formation, on recrée des modules de formation, on crée des jeux, et pareil, on a une grande utilisation du jeu de rôle. Au milieu, on accompagne beaucoup de clients sur la gamification pédagogique et la conception pédagogique. Et moi, je vois que souvent, c'est soit trop utilisé, mal utilisé, donc je vais revenir dessus. Et puis, on a un parcours dans le blended, on collabore avec Youno, où on a créé 3 SPOC, formation de formateurs, conduite du changement, gestion des conflits, et c'est vrai qu'on a utilisé beaucoup de mise en situation pour rendre le parcours plus pédagogique. Et puis on a créé avec Zos Learning des fast learning sur la conduite de projet. Voilà. Et puis voilà, donc il y a ce meet-up, il y en a un autre que j'ai repris, dont j'étais membre au début, et puis que j'ai repris et que je vais relancer, qui est réussir le changement en entreprise, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on intervient, et la gamification et la pédagogie s'y prêtent.
Nos clients sont extrêmement variés et puis c'est intéressant de voir que pour certains, le jeu de rôle, c'est une pratique très ancienne, pour d'autres, c'est assez récent et qu'on ne va pas utiliser les mêmes jeux de rôle de la même manière quand on est dans une start-up ou quand on est dans le luxe ou quand on est dans un labo, quand on est dans une administration et que c'est un outil extrêmement puissant à condition de bien s'en servir. Alors, contrairement à un meet-up où je vais régulièrement faire des pauses, susciter les échanges, là, ce qui sera intéressant, c'est que vous pouvez à n'importe quel moment mettre sur pause, revenir dessus. Donc, je ferai des petites coupures, mais normalement, la vraie pédagogie, c'est pas que du descendant. Alors, 4 séquences dans le meet-up. C'est quoi quels sont les apports? Comment on peut utiliser? Comment réussir? Et la 4e étape, l'atelier de pratique, qu'on ne fera pas dans cette vidéo, mais c'est un point important. Alors, parlons un peu de moi, car il y a moi qui m'intéresse. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Non, ce qui est intéressant, c'est que le jeu de rôle, moi, ça fait très longtemps que je le connais et que je le pratique. Donc, en 80, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle, donc au role-playing game. J'ai commencé avec Donjons et Dragons, la version advanced. Et puis très vite, j'ai joué à d'autres jeux, Stormbringer, Cthulhu, RunQuest, Vampire, James Bond, enfin tout un tas de jeux, Hurlement, etc. Donc je suis un vrai rôliste et je continue à jouer, même si je joue moins souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que très vite, durant mes études managériales en Angleterre, j'ai été amené à faire un devoir sur la formation des managers et j'ai choisi le roleplay. Et j'ai acheté un bouquin et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait le psychodrame de Moreno et que quand on parlait jeu de rôle, il n'y avait pas que le jeu de rôle pour s'amuser. Et j'y reviendrai après. En 88, avec un copain avec qui on était dans une MJC, dans un club de jeux de rôle bien sûr, on s'est dit qu'on allait... alors que tous les deux, on avait fait des écoles de management ou de communication, qu'on allait sortir à notre propre compte des jeux de rôle et qu'on allait devenir maître du monde. Donc, on a sorti Aux Armes Citoyens et Chouans et Vendéens. On en a vendu un petit nombre. Bon, ça n'a pas été une grande réussite, mais ça nous a beaucoup appris. En tout cas, ça m'a appris que moi, je n'étais pas fait pour le monde du jeu, mais plus pour le monde professionnel utilisant le jeu. Par contre, ça nous a permis de rencontrer l'éducation nationale. Et pendant 2 à 3 ans, on a fait beaucoup d'interventions, mon associé et moi, dans des classes où, grâce au jeu de rôle, on donnait envie aux élèves sur un sujet tel que la Révolution française, la toxicomanie, l'équilibre alimentaire. On arrivait, on répartissait le groupe en 4 ou 5 équipes. On présentait un scénario et on leur faisait vivre des moments décalés sur le sujet. Et c'est vrai que ça permettait de mettre envie, de donner envie. Et les profs qui l'utilisaient étaient très satisfaits parce que ça permettait cette immersion. Et de là, on s'est dit, après tout, ça doit marcher avec des adultes. Et en 90, on a commencé, mon associé et moi, à faire beaucoup de jeux de rôle. D'ailleurs, le premier jeu pédagogique qu'on a utilisé, c'est le jeu de rôle, où j'ai animé avec lui une situation. Il y avait 2 meneurs de jeu, on racontait une histoire, on avait donné à chaque personne des feuilles de personnages, il lançait des dés. Très vite, on s'est rendu compte que ça servait à rien. Et donc, on a enlevé ce côté-là, et puis on a développé le fait de faire intervenir un rôliste durant la formation, et entre 91 et 2002, on a beaucoup utilisé ce qui maintenant s'appelle la Porte s'ouvre, qui a été fondée chez Ecos Concept par moi-même et Philippe Coste, et beaucoup de nos clients, organismes de formation, l'ont utilisé et continuent à l'utiliser. Et c'est vrai qu'au démarrage, dans les années 90, 91, 92, on disait « faites un jeu de rôle et vous allez voir, vos managers seront formés, vos commerciaux seront formés », et on y croyait. Avec le recul, je me suis rendu compte que c'était pas suffisant, qu'il fallait rajouter des choses, qu'il y avait plein de choses à faire. Donc depuis 2002, la Porte s'ouvre, a quitté Ecos Concept, mais si je suis resté en très bon contact avec Philippe Coste, qui continue à l'utiliser. J'utilise toujours le jeu de rôle, mais quand il le faut, et le juste dosage, ce que je vais présenter après. Et la bonne nouvelle, c'est que très bientôt, je joue à Donjons et Dragons 5e édition, c'est la fin d'une campagne, j'ai un magicien niveau 15 et vivement la prochaine partie. Alors, avant, quand on disait qu'on était joueur de jeu de rôle ou qu'on jouait au jeu de rôle, on nous regardait comme si on était des types bizarres. Il ne fallait pas le dire, c'était même mal vu, c'était même... ah bon, tu joues au jeu de rôle, mais alors, tu as des problèmes dans ton enfance, mais alors, tu es psychotique, mais alors... Enfin bon, c'était vraiment la loose. Et maintenant, c'est l'effet inverse. Alors là, ouais, les joueurs meneurs de jeux de rôle, c'est le truc à la mode. C'est-à-dire que
Après tout, et quelqu'un qui dit, moi, j'aime pas le jeu de rôle ou je joue pas au jeu de rôle, quelque part, on le regarde, surtout dans les jeunes générations, en disant, mais t'as un problème, t'aimes pas le jeu de rôle. Pourquoi? Parce que le hobby est revenu à la mode. Quand vous regardez E.T., il y a une partie de jeu de rôle, et puis dans Stranger Things, ils ont remis ça, et on voit les trois jeunes qui jouent. Alors bon, ils jouent à Dragon version moi voix, moi tu, ou porte, couloir, monstre, trésor. Ça manque un peu de mise en situation, ça manque un peu de profondeur, mais quand j'avais leur âge, je jouais comme eux. Et puis vous voyez en bas la nouvelle édition, la 5e édition de Donjons et Dragons, qui a tout pété, qui est vraiment le jeu le plus répandu. Alors après, chacun aime ses jeux, hein. Chaque joueur et meneur de jeu a ses propres Madeleine de Proust, mais moi, c'est Donjons et Dragons parce que ça permet très rapidement de faire une partie, de s'amuser, et je trouve que la 5e édition est vraiment très bien. Mais comme tous les effets de mode, ça peut amener à avoir des attentes exagérées, à avoir des désillusions, et donc le jeu de rôle est un très bon outil à condition de bien l'utiliser. Alors, on l'utilise aussi beaucoup dans les jeux de rôle et dans les MMO et RPG. Et si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à vos enfants ou demandez à votre petit neveu. Mais c'est vrai que le jeu de rôle est extrêmement à la mode. Alors, vous avez en droit The Witcher, Diablo, WoW, Dofus, Wakfu, Tomb Raider. Et c'est vrai qu'entre Tomb Raider maintenant et Tomb Raider le premier, et j'ai joué au premier, Lara Croft, c'était sympa de jouer une aventurière qui sautillait partout en tirant au pistolet. Et puis maintenant, c'est un peu plus poussé, le personnage est un peu plus torturé. Enfin, c'est devenu beaucoup plus immersif. Vous avez aussi dans les serious games, on utilise beaucoup le jeu de rôle. Alors, vous avez en haut à gauche, on va simuler les urgences de façon à s'entraîner, de façon à ce que dans la vraie vie, quand on est avec des vrais malades, on soit plus à l'aise, qu'il y ait moins de danger, moins de difficultés. Et c'est assez probant parce que ça permet véritablement de s'entraîner. Alors, le grand, on va dire l'ancêtre des Serious Games, c'est le livre dont vous êtes le héros. Chapitre 1, vous êtes dans la forêt de la malédiction, vous avancez dans la forêt, vous entendez du bruit, vous devez vous diriger vers, on raconte une histoire, et là, à ce moment-là, 3 choix. Si vous prenez le choix 1, allez au chapitre 12, si vous prenez le choix 2, allez au chapitre 50, etc. Et avec ce système d'arborescence et de scénario, soit à la fin, vous avez réussi, soit vous êtes mort, et vous recommencez. C'est ce qu'on retrouve en haut à droite dans beaucoup de Serious Games dans lesquels on va jouer le rôle d'un commercial, d'un manager, et qui doit, à travers différentes étapes, atteindre un objectif, de réussir l'entretien, de conclure la vente, etc. Alors, quand on parle en formation du jeu de rôle, il y a vraiment de tout. Il y a ceux qui disent c'est formidable. Et c'est vrai que c'est un très bon outil. Il y en a qui ne font que ça. Il y en a qui vont vous dire que ça développe des compétences. Alors, oui, mais la question, ça sera au bout de combien de temps? Moi, j'ai bien travaillé sur... Enfin, le meet-up, il est sur... dans le cas d'une formation qui va durer une demi-journée, une journée, 2 journées, 2 fois un jour, etc., comment utiliser le jeu de rôle pour améliorer le développement des compétences. On ne va pas du tout parler pendant cette vidéo sur comment le jeu de rôle a été formidable pour moi, pour mon expression, pour etc. Ça, c'est autre chose. On est bien, le jeu de rôle, est-ce qu'il aide ou pas? Comment faire pour bien l'utiliser dans le cadre d'une formation? Et à l'inverse, vous avez des gens qui sont contre, qui vont dire j'aime pas, ils ont le droit, je me sens pas à l'aise, ou encore, ou et alors, etc. Bon, pourvu qu'il n'y ait pas de jeu de rôle, je pense qu'il y a une coquille, mais c'est pas grave. Alors, premier élément, de quoi parle-t-on? Écoutez, voilà, ce que je vous propose, c'est d'arrêter la vidéo, de prendre une feuille, et puis de noter pendant 2-3 minutes les grands types de jeux de rôle que vous connaissez en formation, quelles différences vous voyez et pour quels usages. Et puis quand vous l'avez fait, vous remettez en marche cette vidéo, et puis on voit si on a les mêmes points de vue, et si on n'a pas les mêmes points de vue, vous mettez vos éléments dans les commentaires sur les réseaux sociaux pour que chacun progresse. C'est bon? Allez, mettez sur pause. Bien, donc si on regarde, alors, ce qui va faire un peu la différence entre les différents types de jeux de rôle, c'est est-ce que je me joue moi-même, ou quelqu'un comme moi, ou est-ce que je joue quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis manager, est-ce que je joue un manager, ou est-ce que je vais jouer un magicien elfe, est-ce que je vais jouer le chef d'une corporation, etc. Donc voilà, est-ce que je vais être proche de ma réalité ou pas? Est-ce qu'il y a des règles, un système, ou est-ce qu'il n'y a pas de système? Vous voyez, par exemple, j'ai mis 2 feuilles de personnages. Quand on joue à Donjons et Dragons ou à l'Appel de Cthulhu, qui est un jeu qui se passe dans les années 1930, où on joue des investigateurs, et on va jouer quelqu'un d'autre
avec un système. Donc, par exemple, si je joue dans Cthulhu un détective, ce détective, c'est pas forcément moi. Je peux très bien jouer quelqu'un de plus fort, de moins fort. Enfin, je vais jouer quelqu'un d'autre. Je peux jouer quelqu'un de très fort physiquement et pas très intelligent. Voilà, bah ça va me permettre de me mettre dans sa peau. Ou à l'inverse, je peux jouer un érudit, chose que je ne suis pas forcément. Et donc, par exemple, si je détermine que je suis très fort en égyptologie, euh, je vais jouer quelqu'un de très fort en égyptologie, même si je n'y connais rien, moi, personnellement. Donc, et c'est le système qui va me permettre, si je dis à un moment donné, voilà, est-ce que j'essaie de me rappeler quel était le pharaon de la telle dynastie, ben, mon personnage qui est très bon en égyptologie aura la réponse, ce que moi, je n'ai pas forcément. Il y a un autre élément, c'est est-ce qu'on joue une fonction, est-ce qu'on joue un rôle? Dans beaucoup de jeux de simulation, on joue une fonction. Je dois conquérir le pouvoir, je suis à la tête d'un vaisseau spatial, je dois développer mon activité. Alors que quand on va jouer un rôle, on va avoir des éléments psychologiques, on va avoir une mission. Vous êtes plutôt agressif, vous êtes plutôt ceci, vous êtes plutôt cela, et votre objectif en rencontrant telle personne va être d'arriver à tel sujet. D'ailleurs, quelquefois, les deux se mêlent. Vous avez en haut à droite un jeu qui s'appelle Captain Sonar. Lors d'une démo de ce jeu, lors du Learning Show, moi j'ai joué le rôle du mécano. Alors c'est 4 personnes, c'est la bataille navale, mais 4 personnes. Vous avez le capitaine, vous avez le mécano, vous avez celui qui gère les systèmes d'armes, et vous avez celui qui essaie de voir où on se trouve. Et ce qui se passe, c'est que, bon, en général, c'est un jeu pour les gens qui jouaient aux autres tables, c'était assez classique. Et moi, j'étais dans mon équipe, j'étais avec le commandant, qui lui aussi était un joueur de jeu de rôle. Et très vite, on a joué mon rôle si on était dans le sous-marin, dans le bateau. C'est-à-dire que moi, j'étais le machiniste et lui était le commandant. Et pour ceux qui ont vu Star Trek, c'était typique. Enfin, quand, par exemple, je perdais un point sur les machines, je perdais pas un point sur les machines. C'était capitaine, on va couler, capitaine, enfin, etc. C'était bon. Les autres m'ont regardé bizarrement, mais on a passé un bon moment parce que vraiment, on s'est pris au rôle. Et puis, vous avez après, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est décalé? Et je vais y revenir après, parce qu'on peut très bien jouer, par exemple, dans les Marchands de Venise, que vous voyez là, le plateau en bas. On joue une famille de Venise qui doit développer son activité en négociant avec les autres familles. Bah, c'est décalé, parce que les gens qui sont autour de la table ne sont pas des négociants. Ça permet de faire ressortir des éléments sur la coopération, sur la négociation coopérative. Alors, j'ai repris volontairement, je vous ai mis 10 types de jeux de rôle, ce qu'on peut considérer de la grande famille du jeu de rôle. Alors, vous avez l'étude de cas, parce qu'après tout, on va jouer le rôle de celui qui doit résoudre la situation. Vous avez été missionné par votre organisation pour. On va avoir une situation, il faut faire un diagnostic, il faut trouver une solution qui permettra une résolution, mais il n'y a pas forcément, il n'y a pas de mise en scène. Là, on pourra rajouter du jeu de rôle, c'est vous étudiez le cas, entre cas A. Et là, on rentrera dans du jeu de rôle parce qu'il faut mettre en scène nos préconisations. Vous avez après la simulation, c'est-à-dire on va reproduire en simplifiant les mécanismes, et là on va jouer une fonction. On est le chef de projet, on est le capitaine, mais on ne va pas forcément jouer un rôle, on n'a pas forcément de profil psychologique. Vous avez après le psychodrame. Alors ça, c'est ce que j'ai découvert en 1986, c'est qu'effectivement, et c'est utilisé par les thérapeutes, et Moreno l'a mis en avant, on n'est pas du tout, on ne joue pas, mais on va rejouer une situation réelle qu'on a vécue dans un parcours thérapeutique. Donc je l'ai mis dans la famille des jeux de rôle, mais d'après moi, on ne va pas le mettre en place dans une formation, dans le cadre du développement des compétences. Alors après, vous avez le jeu de rôle, qui est le grand classique. Je joue le rôle du vendeur, du manager, et puis je vais rencontrer mon client, et mon objectif c'est. Vous avez de l'escape game, quelque part, on va jouer un rôle. On joue le groupe qui est enfermé. Enfin, on n'est pas vraiment enfermé. Dans certains escape games, oui, mais même, c'est pour de faux. On a une heure pour, on se met sous la pression d'eux, on a un objectif, on est des aventuriers, on nous raconte une histoire. Voilà, vous imaginez un escape game, on n'est pas cette histoire, on vous dit, vous avez 10 énigmes, à vous de les... Bah, c'est beaucoup moins fun. Alors, le théâtre, l'improvisation, donc le théâtre, on va interpréter un rôle, mais c'est scripté. Un bon comédien s'immerge dans le rôle, mais il sait à l'avance ce qu'il va dire. Donc, quelque part, c'est du jeu de rôle, mais c'est j'interprète un rôle. Alors que dans l'improvisation, c'est-à-dire qu'ils doivent être dans le rôle et ils vont improviser en restant cohérents.
Et c'est ça la grande force de l'improvisation, c'est arriver à improviser sans sortir de ce qui était prévu. Vous avez après ce qui s'appelle le jeu persuasif, dans lequel le but, c'est de vous faire vivre la vie d'eux. Un exemple que j'ai rencontré, c'est par exemple, c'est un jeu dans lequel, pour sensibiliser à la difficulté des migrants, vous allez vivre les différents passages à des points de contrôle de la douane ou autre, de façon à vivre la difficulté, le stress, etc. On est bien sur le fait de faire vivre la vie d'eux à quelqu'un d'autre. Mais ça peut être vivre la vie d'un client. C'est toujours intéressant pour un commercial de se mettre à la place d'un client. C'est toujours intéressant pour un manager de se mettre à la place de son collaborateur. Après le jeu d'évaluation, là, le but, c'est de plonger pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, X heures, dans une situation pour faire ressortir un certain nombre de comportements qu'on va ensuite débriefer. Alors, il a existé depuis longtemps le sous-marin. On enferme des gens dans un faux sous-marin, il arrive des trucs. Il y a la crise politique. Moi, je me souviens avoir fait un jeu d'évaluation où on rejouait la crise de Cuba, où on devait faire des choix. Après, vous avez le grandeur nature, le GN. Alors, le GN, ça peut aller d'une murder party, mais aussi la reconstitution historique. Des gens qui passent beaucoup de leur temps pour faire des uniformes, rejouer une bataille napoléonienne ou les légionnaires romains, etc. Alors après, vous avez le huis clos. On reste dans une pièce ou dans plusieurs pièces, ou on va dehors. Ça peut durer quelques heures, plusieurs jours, et ça peut être plus ou moins immersif. Il peut y avoir, ça être juste, je joue un rôle. Ce soir, c'est la soirée à Versailles, et on rejoue la soirée, on s'habille comme les nobles. Comme ça peut être, chacun reçoit un personnage, il y a une histoire, il y a une intrigue, il y a un objectif et autres. Enfin, vous avez le jeu de rôle, où là, on va jouer effectivement un personnage, on est là pour jouer. Je vais jouer un magicien elfe, je vais jouer un détective. Alors, ça peut être sur table, ça peut être sur ordinateur, ça peut être un jeu vidéo, parce que maintenant, le jeu de rôle, il y a des fois, moi, j'ai pas le temps de voir, quand on est à distance, au lieu de se mettre sur une table, on joue via des logiciels qui permettent de se parler, de voir le jeu, vous avez le grandeur nature, donc il y a plein de types de jeux. Et donc, si vous en voyez d'autres que je n'ai pas évoqués, vous êtes les bienvenus pour les rajouter dans les commentaires. Après, il y a bien sûr des durées variées. Ça peut être de la mise en situation. Par exemple, quand on présente à quelqu'un, et on est bien dans le retour d'information, qui est vraiment très important. Voilà, je présente des produits à des commerciaux, ils trouvent tout ce qui est très bien. Puis je vais dire, maintenant, imaginez, vous avez comment vous présentez en 30 secondes à un client votre produit. Et la mise en situation permet d'aller dans le concret, mais on va juste peut-être faire les 30 premières secondes, la première minute. C'est juste comment tu dis, comment tu fais, comment tu... par exemple, si je demande à des gens comment démarrer un entretien avec un collaborateur timide, ils vont me dire, il faut que. Écoutez, voilà, je vais jouer le collaborateur timide, montrez-moi comment vous démarrez. Et ça impacte beaucoup plus fortement les apprenants que simplement être sur l'abstrait et le théorique. Le sketch, c'est chacun, on se met à 2, on se met à 3, on prépare les deux parties, puis ensuite on interprète. Même si, par expérience, les apprenants, quand ils préparent, puis après chacun part un peu dans tous les sens, et on peut avoir des sketchs où il y a l'autre qui dit « mais c'est pas ce qu'on avait prévu ». C'est pas grave. Enfin, vous avez le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est chacun va jouer un rôle. Alors, il y a des fois, on improvise. Vous jouez le manager, vous le collaborateur, et on y va. Comme chacun reçoit des informations, et puis a le temps de préparer, peut rajouter. Et puis, vous avez un truc qui marche très, très bien. Moi, j'aime bien, c'est la campagne. C'est avoir plusieurs moments de la vie d'une situation qui évolue. C'est-à-dire, je vois mon collaborateur, et puis 3 jours après, ça peut être 1 heure après dans la formation, 3 jours après, voilà, il y a un nouvel élément qui fait que... Et c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une montée en puissance, ça permet de suivre un sujet et c'est vraiment très efficace. Donc on voit bien que quand on utilise le jeu de rôle, on va aussi travailler sur la durée. Alors n'hésitez pas à un moment donné, s'il y a beaucoup d'informations, à mettre sur pause, à revenir en arrière, à prendre des notes. Dans le Meetup, tous ces éléments-là sont échangés, sont partagés, sont commentés. Moi, c'est plus un canevas pour susciter la réflexion et l'échange. C'est l'intérêt du Meetup.
Alors, il y a deux facteurs clés et j'ai repris un livre qui est là, de Louis Bernard. Louis Bernard, j'ai suivi la formation avec lui, la formation de Tiagui avec lui il y a de nombreuses années. Et il intervient sur la gestion de crise. Il a créé plusieurs simulations. Son bouquin est très intéressant sur les simulations, mais il y a plein de choses à prendre sur le jeu de rôle. Et lui met en avant qu'il y a deux facteurs clés, il y a la cohérence et il y a le réalisme. La cohérence, nos jeux de rôle doivent être cohérents. En tout cas, en pédagogie, en formation. C'est-à-dire que les apprenants doivent retrouver des éléments qui sont cohérents par rapport à ce qu'ils vivent eux-mêmes. Par contre, on peut très bien plus ou moins décaler. C'est-à-dire que si j'ai des managers, j'ai intérêt à garder la même structure managériale que ce qu'ils ont dans leur réalité. Par contre, au lieu de les mettre dans leur réalité, je peux décaler à un autre univers. Tiens, j'ai donné un coup dans le micro. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça c'est un jeu qu'on a créé il y a des années qui s'appelle La Hutte du Chef. C'est un jeu sur management au quotidien dans lequel, parce que justement, on avait des managers qui avaient du mal à se lancer, on a créé des situations dans un village gaulois. Stylobix, pêcheur novice, refuse d'utiliser les nouveaux filets que le village a achetés à prix d'or. Il préfère utiliser les vieilles cannes à pêche de son grand-père. En fait, il ne sait pas bien se servir des nouveaux filets. Quartier Chix, le meilleur pêcheur du village, qui est en même temps le manager, le rencontre. Voilà. Donc on va avoir Quartier Chix, le manager, qui rencontre Stylobix. Alors dans le jeu, il change. À un autre moment, Quartier Chix va être chasseur des sangliers, chef des chasseurs de sangliers et Stylobix va être un jeune collaborateur, mais à chaque fois, on a mis des situations, on a repris des choses cohérentes, c'est-à-dire des difficultés qu'on va retrouver dans le management, par contre, on les a décalées de façon à pouvoir prendre ce recul. Ce qui permet de dire, ben voilà, dans cette situation, Quartier Chix a essayé de convaincre Stylobix, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et le fait de décaler permet de ne pas être bloqué par la réalité, mais en même temps, c'est cohérent. C'est très facilement transposable. Ce qui permet après de travailler des jeux de rôle. Vous voyez, on peut improviser, mais nous, on a créé des scripts dans lesquels le manager reçoit une fiche avec des informations connues par lui et par tout le monde, le collaborateur pareil, et les gens qui observent ont les informations sur les deux fiches. Ce qui permet, lorsqu'ils font le jeu de rôle, de voir à quel moment, t'es passé à ça, t'as vu, à un moment donné, il a failli te le dire, mais comme t'as parlé trop vite, boum. Ce qui permet d'avoir des vrais retours extrêmement riches. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en prenant des situations managériales dans un village gaulois, ça permet d'être protecteur, c'est-à-dire si les managers, ceux qui font le jeu de rôle se plantent, c'est pas grave. Et puis ça permet aussi de prendre du recul, d'avoir un peu le côté caricatural, mais par expérience, très vite dans le jeu de rôle, les participants oublient le village. Ils reprennent des habitudes. Et ça permet à la fin véritablement d'être extrêmement efficace. Alors, donc, maintenant, c'est intéressant de voir en quoi le jeu de rôle est un très bon outil. Alors, il y a plein d'apports sur le neurolearning, il y a plein de bouquins. Les neurosciences ont mis en place plein de choses. Il y a beaucoup d'ouvrages. Et moi, j'ai repris les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, qui sont très intéressants. Je vous conseille de lire son livre. Bon, il y a une partie qui est scientifique, mais l'autre partie pédagogique est assez puissante. Il faut juste traduire ce qu'il écrit pour les enfants. Nous, on travaille avec des adultes, mais on retrouve plein d'éléments. Le premier levier, c'est l'attention. On doit canaliser et captiver l'attention, et effectivement, le jeu de rôle permet de capter l'attention bien plus qu'une présentation PowerPoint comme je suis en train de faire. Mais attention, parce que si j'ai trop d'informations, il y a saturation. Moi, j'ai 30 ans, plus de 30 ans de pratique du jeu de rôle. Je suis capable de lire un personnage, de l'interpréter, de comprendre. Pendant que je joue mon rôle, je suis capable d'analyser, je suis capable de, etc. Parce que je me suis entraîné. Je suis extrêmement entraîné. Je sais jouer plein de personnages. Si je donne une situation trop complexe, un rôle trop complexe à des gens qui n'ont pas l'habitude, ça les perd. Or, si j'ai des joueurs, ils vont être à l'aise. La question, c'est est-ce qu'ils sont à l'aise par rapport au contenu pédagogique ou est-ce que je sais juste qu'ils sont à l'aise parce que ce sont des joueurs? Donc, en formation, on va donner le moins de choses nouvelles possible. C'est un peu comme les cartes mentales. La première fois qu'on fait une carte mentale, toute l'attention de nos apprenants est dédiée à comprendre ce truc-là. Au bout de 3 ou 4 cartes mentales, c'est bon, ils peuvent porter leur attention sur le sujet. Donc, ne pas mettre la barre trop haut, sinon on risque de les perdre. Et c'est pas parce qu'on est un bon joueur qu'on est forcément un bon manager ou un bon formateur. Le deuxième point, c'est l'engagement actif.
Hein, si on est passif, on n'apprend pas. Alors, engagement actif, on est bien au niveau cognitif. Hein, on n'est pas en train de courir autour de la table ou à se lancer des balles. Donc, ça marche quand l'activité plaît et qu'on y voit un intérêt personnel. Autrement dit, que c'est pas gratuit. Autrement dit, si je fais un jeu de rôle et que je m'amuse alors que j'ai du boulot, la formation a pris du temps et que je vais devoir rattraper le soir le travail que j'ai pas fait, je peux ne pas comprendre pourquoi on fait du jeu de rôle. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait ce côté c'est utile, ça sert et non pas on fait mumuse. Et puis d'un autre côté, s'il y a trop d'engagement, par exemple l'escape game, ou si on est trop immergé dans le jeu, on n'apprend pas. Alors c'est pas grave si on joue. Par contre, si on est dans un processus pédagogique, c'est qu'on s'est planté. Moralité, on va faire des jeux pas trop immersifs, pas trop ludiques. Sinon, c'est sympa, mais il n'y a pas de retour sur investissement. Le troisième point, c'est le retour d'information. On apprend en essayant, en testant. Et le jeu de rôle, c'est formidable, si on revient à la lutte du chef, parce que ça permet de s'entraîner, ça permet d'essayer sans qu'il y ait d'enjeu. C'est pour de faux. Alors, certains vont dire que c'est pas bien parce que c'est pour de faux. Mais en même temps, quand dans un sport, on fait un entraînement, on fait un entraînement. Alors après, il y a des gens qui se prennent au jeu, mais c'est pas le match. Et heureusement que l'entraînement, c'est pas le match. Vous voyez, donc on va doser. Et puis ce qui va être important, et on va voir après, c'est que et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le jeu de rôle parce qu'on s'en est servi pour leur tirer dessus. Non, le jeu de rôle doit être une plateforme pour progresser, s'améliorer, et on doit l'exploiter de façon efficace. Et enfin, le dernier levier de l'apprentissage, c'est la consolidation. Et le fait de s'entraîner, de réactiver une connaissance est extrêmement utile. Par exemple, quand j'ai des commerciaux expérimentés, plutôt que de leur rappeler les fondamentaux qu'ils savent déjà, j'ai tendance à démarrer la formation assez rapidement par de la mise en pratique, par des mises en situation. Et la mise en situation permet de les amener à se rappeler de ce qu'ils ont vu, voire de les aider à le reformaliser, et ça permet d'avoir une boucle. Donc on peut tout à fait se servir du jeu de rôle, et c'est extrêmement utile dans le cadre d'une pédagogie. Alors, dernier point, c'est un point important qu'on va voir après. L'utilité du jeu de rôle, si on regarde les différentes étapes de Kirkpatrick, c'est pas la réaction. Alors c'est bien qu'ils aient une bonne réaction, qu'ils trouvent que la formation était sympa, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce qu'ils ont appris des trucs et est-ce qu'ils s'en servent. Est-ce que ça atteint des résultats? Donc ce que je vous propose, c'est de mettre sur pause et puis de vous dire, finalement, c'est quoi les grands usages du jeu de rôle, les inconvénients ou les limites, et puis d'après vous, les bonnes pratiques dans la façon de l'utiliser. Et puis après, je vais vous présenter différents éléments que vous compléterez. C'est bon, donc vous mettez sur pause, et puis vous réfléchissez à ces trois éléments. Bon, alors, on continue. Donc, moi, j'ai un autre bouquin qui est assez sympa, que j'ai depuis des années. Vous voyez, je l'ai utilisé à une époque. Qui reprend, et je vous conseille si vous débutez dans le cadre du jeu de rôle. Et ils ont identifié les 9 grands usages du jeu de rôle en formation. Donc, je vous ai mis le lien si vous voulez l'acheter. Alors, j'ai rajouté dans un cadre protecteur où l'on fait semblant. C'est le principe du jeu de rôle. Donc, on va soumettre à l'épreuve de la réalité. Donc, on va essayer, et puis on va apprendre, et puis on va progresser. On peut acquérir des compétences en faisant. On peut avoir un retour sur ce qu'on fait. Moi, je pensais que j'étais plutôt ouvert à l'échange, et puis les gens qui observaient me font part, ou je me vois en vidéo, comme quoi c'est pas du tout le cas. On peut effectivement se mettre à la place de quelqu'un d'autre. On peut s'entraîner, on peut mettre en pratique. Voir ce que ça donne, voir plusieurs fois. On peut aussi illustrer, moi j'aime bien faire des jeux de rôle, montrez-moi comment se planter avec talent dans cette situation. C'est intéressant, ça marche bien. Voilà, puis on peut aussi essayer différentes façons, et puis on peut tester, ça peut être tout à fait le moyen de voir. Alors il y en a plein d'autres, pareil, n'hésitez pas à faire part de vos suggestions. Les inconvénients, alors moi j'ai listé les principaux, c'est pas vrai. C'est pour de faux. Et après tout, oui. Alors, singe savant, c'est quoi? Moi, je peux vous dire, je joue depuis très longtemps. Je peux parfaitement et pendant un certain temps faire semblant d'être collaboratif alors que je ne le suis pas. Je peux faire semblant de... Donc, moralité, quand vous allez faire jouer, méfiez-vous du joueur qui va vous montrer qu'il est un bon joueur. On peut avoir des gens qui sont très mauvais dans leur vraie vie, mais qui sont très bons dans le jeu et vice-versa. Mais c'est pareil dans toutes les activités. Ça peut créer du stress pour certains, et puis quand on joue, on développe avant tout des compétences ludiques.
Mais ce n'est pas parce qu'on est un bon meneur de jeu qu'on est forcément un bon animateur de formation. Alors, vous avez aussi le regard des autres. Il y a des gens que ça bloque d'avoir leur manager ou un collègue autour d'eux. Alors, ce qu'on appelle les introvertis, il y a des personnes qui aiment bien se mettre en scène ou qui ont l'habitude ou que ça ne dérange pas. Puis il y a des gens qui n'ont pas l'habitude. Quand on joue beaucoup au jeu de rôle en club, au bout d'un moment, c'est plus gênant. Et puis, bénéfice sur un temps long, ça c'est important parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en formation. Et enfin, le transfert n'est pas automatique. Hein, c'est pas parce qu'on a fait un jeu de rôle qu'on progresse. Moi, c'est ce que je disais dans les années 90. Après 30 ans de pratique, non. Comme je dis souvent, hein, c'est pas parce qu'on a joué qu'on apprend, mais c'est parce qu'on a joué qu'on peut apprendre. Alors, dernier point, comment préparer? Donc déjà, la préparation, il faut bien être clair sur est-ce qu'on l'utilise, le jeu de rôle, comme moyen, comme finalité. Si c'est comme finalité, bah, c'est pour s'amuser. Si c'est comme moyen, bah, c'est dans le cadre d'un objectif pédagogique, dans un scénario pédagogique, et on veut le faire pour quelque chose. Je veux à ce moment-là, en un quart d'heure, les sensibiliser sur. Je veux qu'ils travaillent ça et ça et ça. Vous avez donc le temps disponible. Si on a 10 minutes, 1 heure, et on inclut le lancement, l'exploitation, le transfert et autres. Donc si ça se trouve, votre super jeu de rôle qui dure 2 heures, eh ben, il est juste beaucoup trop long. On va peut-être plutôt faire 3 séquences de 10 minutes, mais avec tout un tas de séquences autour. Est-ce qu'on met du matériel, sachant qu'en formation, je conseille de donner le moins d'informations possible. Quand j'ai démarré, quand je faisais 2 jours de formation, je donnais 4 cas différents, très différents. Maintenant, je préfère donner un cas fil rouge et à l'intérieur faire des variations. Ça fait beaucoup moins de charges cognitives. Et enfin, le dernier point, c'est leur réaction sur le jeu de rôle. S'ils n'aiment pas, vous appelez ça une mise en situation, un cas d'entraînement, une mise en scène, etc. S'ils aiment bien, bah, peut-être qu'il faudra les canaliser pour éviter que ça se transforme en une partie de jeu de rôle. Alors les composants, bah, on va doser, quelle durée, est-ce qu'il y a un meneur de jeu ou est-ce que finalement la situation est autogérée, le contexte il est réel ou imaginaire, quelles compétences, quels objectifs, est-ce qu'il y a des règles, enfin voilà, on va doser, on va... Attention, quand on démarre, on a tendance à mettre beaucoup de choses en pensant que ça va être efficace. Quelquefois, 3 bouts de ficelle et puis un bout de machin, ça fait un super jeu de rôle. D'ailleurs, à la fin, qu'ils disent ton jeu de rôle était bien, c'est pas l'objectif. Ce qu'ils doivent dire, c'est la formation a été efficace et a été utile. Pareil, hein, vous pourrez regarder, vous mettez sur pause et on en parle. Alors, après, dans le lancement, très important, vendre le bénéfice avant la modalité. Ça, c'est fondamental. Démarrez pas en disant « Ouais, on va faire un jeu de rôle, c'est super cool ». Non, c'est voilà, on va maintenant travailler sur ce point-là. Et pour que ce soit efficace, je vous propose que certes, qu'on voit des situations. Et donc, pour ce faire, on va faire 3 équipes. Et chaque équipe, vous allez préparer le... On va surtout dédramatiser l'enjeu. Et voilà, c'est une expérience, c'est pas la réalité, c'est pas votre cas habituel. Habituellement, vous n'êtes pas dans une salle avec 10 personnes qui vous regardent. Voilà, quel que soit le résultat, on s'en servira. Et donc, quand on va débriefer, par exemple, je dis toujours, est-ce que ça ressemblait à la réalité? Et puis les gens me disent non, bah c'est pas grave. D'accord? Et puis surtout, on va dire, on va s'assurer que tout le monde est à l'aise. Et puis on peut avoir des réactions. J'aime pas le jeu de rôle. Bah oui, ils ont raison, vu qu'on n'est pas là pour jouer. Par contre, on peut utiliser la mise en situation. À l'inverse, il y a le trop joueur. Bah, c'est peut-être que vous avez mis trop de jeux, c'est trop immersif, c'est pas assez pro. Bah, s'il se plante, bah, c'est pas grave si on a dédramatisé et si on l'exploite, comme on va le voir après. Si c'est pas réaliste, oui, aucun jeu de rôle n'est réaliste, aucune simulation n'est réaliste. C'est un élément de la réalité et après, on va le retravailler. Et puis, s'il y a des collègues, ben, on va voir que la façon de l'exploiter est extrêmement importante. Et donc, ce qu'on va exploiter, c'est qu'on va avoir faut plus d'exploitation et de transfert que de jeu. Alors, vous avez à gauche le cycle de Kolb. Et donc, alors, on peut se servir de jeu de rôle en expérience, puis en débrief, on tire enseignement, puis on s'entraîne, comme on peut se servir du jeu de rôle en application. Voilà, on a vécu une expérience sur le terrain, une réelle, avec des vraies personnes, on débrief, on en tire des enseignements, et puis on s'entraîne grâce au jeu de rôle. Vous avez un autre élément, c'est la contextualisation. On va donner une situation, le village gaulois par exemple, puis on va décontextualiser. Ok, alors attendez, ça c'est le village gaulois, on l'enlève. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on a vu? Quels sont les invariants? Quels sont les trucs? Puis ensuite on va recontextualiser. Mais attendez, vous, dans votre situation, vous n'avez pas de chasseur de sangliers. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des gens qui, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Et c'est ça qui va faire que le jeu de rôle peut être un outil de développement des compétences, d'actualisation des pratiques et autres. Sinon, c'est que du jeu. Alors,
Pour exploiter, j'utilise cette matrice-là qui est très simple. D'abord, c'est jamais le formateur qui débriefe en premier. Si vous commencez à débriefer, c'est mort, il ne se passera rien. C'est d'abord ceux qui ont joué. Alors, celui qui joue le rôle du commercial, si on a une relation client-fournisseur. Alors, celui qui jouait le commercial. Voilà. Alors, et on va commencer par qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qu'on pourrait piquer? Quels sont les trucs et astuces qui sont bien? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Faire autrement? Qu'est-ce qu'on pourrait refaire? Puis ensuite, celui qui jouait l'interlocuteur. Alors, le client, le collaborateur. Alors, toi, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que ça a donné? Quand tu regardes ton collègue et ce qu'il fait, qu'est-ce que tu peux lui piquer? Qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Etc. Puis ensuite, les observateurs. Vous qui étiez observateur, sachant qu'être observateur, c'est toujours plus facile, parce qu'on n'est pas dans la situation. Hein, comme le sportif sur son canapé qui voit à la télé le match et qui dit « mais vas-y, cours, prends la balle ». C'est toujours facile. Ok, vous, ce que vous avez vu et comment. Et d'ailleurs, quand quelqu'un est extrêmement dit « moi », bah, souvent la fois d'après, c'est bah, « toi, vas-y ». Et enfin et seulement, le formateur qui va conforter ce qui a été dit, qui va ajouter, voire qui va mettre en avant des choses que ni ceux qui sont passés, ni les observateurs n'ont pu repérer, parce que c'est son job de voir ce que les autres ne voient pas. Et en dosant, ça ne sert à rien de passer une demi-heure à lister les 53 sujets qui ressortent. C'est pour ça que moi, je préfère des petits jeux de rôle qu'on fait régulièrement et qu'on peut refaire que le gros truc, on en fait 2 dans la journée et ça a assez peu servi. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter les différents éléments sur le jeu de rôle. Si vous remarquez, ça a duré 41 minutes. Alors normalement, l'atelier dure 2h15, 2h30. Donc vous imaginez que tout le reste, c'est des échanges, c'est des questions, c'est des points particuliers. Donc voilà, je suis allé au bout de ma présentation. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille de mettre vos commentaires dans les réseaux sociaux où je vais publier cette vidéo. Pour les prochains meet-up, je pense que ce que je ferai, c'est effectivement pour certains sujets, je republierai des vidéos, sachant que ce qui est intéressant, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ce qui est intéressant, c'est les réactions, les commentaires, les retours d'expérience. C'est ça l'intérêt. Voilà, sur ce, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je vous dis bon jeu. Et en tout cas, moi, je me dis bon jeu parce que bientôt, je vais jouer à un jeu de rôle. Allez, à plus. Salut.